Épicentre citoyen. Raoul Mani-Berton, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté, de répondre à mes questions. J'ai commencé à découvrir vos travaux et je me dis que ça va être très, très intéressant et ça risque d'un peu bouleverser, ma vision des choses et en fait, c'est aussi pour ça que je fais ces podcasts. C'est aussi pour être, un peu, bousculée, on va dire. Vous êtes professeur de sciences politiques, vous avez écrit «Libérons nos communes», donc on est en plein dans le sujet et donc on pourrait parler, je pense, aujourd'hui dans ce podcast de 2 sujets qui m'intéressent. J'aimerais bien, vous êtes spécialiste, on va dire, donc de la démocratie directe et du RIC. Je pense qu'en vous écoutant, le RIC, on ne sait pas vraiment ce que c'est. F J'aimerais bien faire la différence entre les référendums qu'on connaît actuellement, le RIC, mais aussi les méthodes participatives parce que ça je pense que dans l'esprit des gens, ça peut être assimilé à des méthodes participatives et puis, j'aimerais qu'on parle de la subsidiarité ascendante, voilà. Donc tout ça, je vous donne le programme et puis on va voir ce qu'on arrive à traiter. Déjà, j'aimerais bien savoir, vous, qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ces sujets? Qu'est-ce qui m'a amené? Bah, en fait, mon mes sujets, en fait, les sujets que j'aime, le plus et que je traite, c'est, en fait, les institutions en général. Pourquoi? Parce que vous savez, il y avait une vieille définition, je commence comme ça pompeux, de Rousseau qui dit, qu'est-ce que c'est la différence entre l'éthique et la politique? C'est que l'éthique, on prend le monde tel qu'il est et on imagine les gens tels qu'ils devraient être, Mmh. alors que la politique, on prend les gens tels qu'ils sont et on imagine le monde tel qu'il devrait être, non? Et devrait être, ça veut dire qu'il y a des institutions qu'on met en place telles que, les gens se comportent naturellement, comment ils devraient se comporter, sans besoin qu'ils soient meilleurs, n'est-ce pas? C'est ça que j'aime beaucoup. Vous savez, vous connaissez l'autre citation qui dit: «Heureux les sociétés qui n'ont pas besoin de héros». C'est tout à fait ça. C'est quand on a des bonnes institutions, on n'a pas besoin de héros parce que les gens spontanément vont aller faire, ont un comportement civique, coopèrent et il y a pas d'injustice, donc il y a pas de voilà, c'est un grand projet. Alors, je pars des institutions existantes, je commence à en j'en ai étudié plein dans le monde, ça s'appelle de la politique comparée. Toujours avec l'objectif, de dire, quelles sont des institutions qu'on pourrait, reprendre et qui Ouais. produisent essentiellement des résultats positifs. Et donc, je suis tombé sur, 2 principalement, il y en a plusieurs, mais 2 qui sont très structurantes. Une qui est ce qu'on appelle la démocratie directe au niveau international, mais qu'en France a été rebaptisé par l'acronyme RIC, référendum d'initiative citoyenne. Et quand on en parle, c'est quelque chose qui je trouve que c'est assez exceptionnel, sauf qu'on justement, effectivement, c'est très mal compris et surtout c'est compris comme un instrument. Hem, on l'assimile souvent au référendum, alors que c'est pas un instrument, c'est une vision de la société et cette vision de la société s'incarne effectivement dans des institutions très concrètes, heu et pareil, aussi le fait qu'on pourrait qualifier le confédéralisme, c'est-à-dire l'idée que, une société puisse être basée sur, des communes qui sont souveraines et qui délèguent à l'État. Donc c'est quelque chose de très utopique, mais qu'encore une fois, on peut en parler, on peut en discuter des mérites des 2 choses, mais ensuite on peut parler sur comment, en fait, on peut approcher ces situations qui sont très loin de notre quotidien à travers des réformes très simples, en fait. Et ça, c'est le deuxième aspect de ce qui m'intéresse, c'est-à-dire pour avoir des bonnes institutions, on a tendance à penser que quand on a des mauvaises institutions, il faut tout changer, non? J'ai parlé avec tous ceux qui veulent une sixième république. Souvent, ils savent pas me dire en quoi elle consiste. C'est juste mieux. Mais en fait, Mmh. très souvent, si on y réfléchit bien et on voit les points, les serrures des systèmes dans lequel on est, on peut trouver des changements très simples, très petits, et qui produisent des effets très grands. Expliquons ce qu'est le RIC, Et peut-être pour subsidiarité dire quelque ascendante. chose, que le RIC, ou donc la démocratie directe, c'est synonyme,
Et l'idée qui est presque synonyme d'ailleurs de démocratie, hein, ça pour, le coup historiquement, au 8e siècle, 19e siècle, ce qu'on appelle aujourd'hui démocratie directe, eux, ils l'appelaient démocratie. Donc ça, c'est D'accord. intéressant, par opposition à d'autres termes. Par exemple, Madison aux États-Unis, c'est par opposition à république, qui indiquait donc le système, représentatif. Ou, en France, CIS disait système représentatif. Enfin, il y a d'autres mots. Alors qu'est-ce que c'est? La démocratie directe, c'est très simple. C'est le principe que les décisions sont prises directement par les gens et que donc les représentants, lorsqu'ils votent quelque chose, ils peuvent être à tout moment, la décision des représentants, cassée par la population et la population peut prendre des décisions à leur tour propres, différentes que celles des représentants et les représentants, eux, peuvent pas casser les décisions populaires. OK? OK. Donc les citoyens sont au-dessus, ils prennent les décisions qu'ils veulent, qui sont souveraines par rapport aux décisions des représentants qui, eux, sont en dessous. Donc c'est une conception dans laquelle les représentants travaillent pour les représenter, mais ils ne décident pas à leur place. Donc très souvent, il y a des décisions qui sont prises par le parlement. Il n'y a La plupart du temps, il n'y a pas de référendum derrière, par exemple, pour décider si oui ou non on accepte cette décision, mais le référendum est toujours possible. Donc s'il n'y a pas de référendum, c'est que personne ne l'a voulu. Donc vous OK. voyez que c'est un système qui la principale qualité, c'est qu'il change le comportement des représentants. C'est-à-dire, ils sont toujours sous la menace d'une annulation de ce qu'ils font. Donc, plutôt que faire comme ils font les nôtres, à savoir, je fais la liste des courses de toutes les choses que je veux faire en toute urgence, et ben, pour toute décision, ils vont discuter avec l'opposition, ils vont discuter avec les associations, avec les groupes représentatifs, pour essayer d'être sûr Mmh. qu'on trouvait une solution consensuelle et cette solution ne sera pas donc soumise à référendum. C'est quelque chose qui rend les sociétés beaucoup plus inclusives. Juste pour, visualiser donc, ce sont les représentants, donc les élus qui font le programme et par exemple avec le RIC, c'est une injection parce qu'il y a le contre, c'est-à-dire, si nos représentants font quelque chose, qui ne nous convient pas, on a un pouvoir, on a un contre-pouvoir Oui, et ils peuvent aussi injecter des, exactement. c'est-à-dire c'est le initiative du RIC. C'est-à-dire que c'est là où il y a la grosse différence avec le référendum, je En suppose? fait, comme on dit, ouais, alors, le référendum, c'est un décalage, n'est-ce pas? Le référendum, c'est une institution particulière qui est ni nécessaire ni suffisante à la démocratie directe. Mmh. Mais il se trouve qu'il est dans la version moderne de la démocratie directe, capable de s'adapter à des très grands pays. Le référendum est un des outils. Donc, je m'explique juste. La démocratie directe, donc moderne, les outils de l'initiative, c'est la pétition. C'est-à-dire, tu écris une loi, au niveau local, tu écris une délibération, par exemple. Tu l'écris complète, hein, c'est un texte, c'est pas une question. C'est un texte de loi. Ah, évidemment, avant de chercher les signatures, tu vas consulter ton association, tu vas consulter un juriste qui pense comme toi, tu essayes de la faire peut-être d'autres groupes qui peuvent être sceptiques. Enfin, quand tu es sûr de ta proposition, tu la lances et tu cherches des signatures. Quand tu obtiens un nombre de signatures, généralement, que ça dépend de la taille, mais disons que ça peut être entre, disons 2 entre 0 et 5 on va dire, de la population. À ce moment-là, vo ta proposition est soumise automatiquement à référendum. Si elle passe, c'est la loi suprême et si elle passe pas, donc on a 2 étapes, la pétition qui est l'initiative. Chacun peut proposer, comme les députés. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où au niveau national, c'est les députés, au niveau local, c'est les, conseillers municipaux et le maire, mais à chaque fois, il y a un pouvoir d'initiative, de proposer quelque chose, OK. disant: «Nous aussi, citoyens, on peut proposer, mais personne n'en fait rien de notre proposition». Alors qu'eux, ils peuvent proposer et imposer un débat. Sur le parlement, c'est le principe, de quand on fait une pétition, là, on a vu avec la loi Duplomb,
2 millions de signatures, il est supposé y avoir une action derrière et il se passe strictement rien. Le référendum tout seul, quand c'est à l'initiative du gouvernement, pas au du président comme on l'a nous, Ah ça a oui rien à aussi, voir oui. avec la démocratie directe. Pourquoi? Parce que les gens ont pas le pouvoir de veto sur les lois. Ils ont le pouvoir de veto que quand le président le décide. Donc ils Oui, l'ont. et puis il décide du sujet. Voilà, et ils n'ont pas l'initiative. Donc il faut comprendre, c'est 2 droits importants. Le droit de veto, c'est le droit de dire non, et le droit d'initiative, c'est le droit de dire: «Je propose ça, je écris ma loi». C'est les 2 droits qu'aujourd'hui a le gouvernement et le parlement chez nous. Chaque Mmh, parlementaire a le droit d'initiative et l'ensemble des parlementaires a le droit de veto. Donc il faut le concevoir que le pays va devenir comme un grand parlement ou la ville, à savoir chaque citoyen a le droit d'initiative et tous les citoyens ont le droit de veto. Et ce droit d'initiative, donc, c'est par pétition et le droit de veto par référendum. Ça, c'est la forme moderne. Mais la forme ancienne, par exemple, Athènes, c'était exactement la même chose, sauf qu'il n'y avait pas de pétition ni de référendum. C'est-à-dire, il y avait une grande agora, comme ils étaient moins nombreux, dans lequel tout le monde se recueillait et chacun, il pouvait inscrire à l'ordre du jour sa proposition de loi. Donc, il n'y avait pas de pétition, c'était individuel. Et ensuite, tout le monde votait à main levée. mmh. Donc, en fait, il n'y a pas de référendum, il n'y a pas pétition. C'est donc toujours de la démocratie directe. Donc, il ne faut pas confondre. La démocratie directe, c'est donner le droit de veto et d'initiative aux gens. Après, comment on le fait, c'est une autre affaire. Mmh. Donc, si on utilise le référendum d'une manière différente, comme on le fait en France, par l'initiative du président, ce n'est pas la démocratie directe. Pour que Mmh. ce soit une démocratie directe, il faut que le référendum soit un droit de veto sur toutes les lois et que l'initiative soit un droit d'initiative. Il y ait de la pétition. Les deux doivent être mêlés ensemble pour qu'on ait cette, ce, ce régime-là de démocratie directe. Donc, on peut avoir référendum sans démocratie directe et démocratie directe sans référendum. On est d'accord? Euh, c'est pour ça que si on se met à faire un débat sur le référendum, c'est pas le même. C'est décalé par rapport à la. Mais on continue à voter pour des représentants qui, eux, travaillent sur la constitution Alors, d'un programme. donc, on continue à voter pour les représentants. Oui, si on introduit la démocratie directe en France, mettons. Supposons au niveau national pour l'instant, et après on va descendre au niveau local. Ouais. Euh, Simplement, on dit que pour changer la constitution, on peut la changer par initiative citoyenne, donc avec une pétition, et référendum obligatoire. C'est-à-dire, on ne peut pas changer la constitution sans référendum. OK? Donc là, ça veut dire qu'on place les citoyens au-dessus de leurs élus parce qu'ils Mmh. peuvent changer la constitution sans les élus, alors que les élus ne peuvent pas changer la constitution sans les citoyens. OK? Ça serait mettre la démocratie directe. Qu'est-ce qui se passe? Tout le reste de la Constitution reste identique. On a un Sénat, une Assemblée, un gouvernement qui font les lois. Naturellement, elles peuvent être annulées, les lois, on peut en faire d'autres, mais en tout cas, eux, les lois d'initiative citoyenne deviennent automatiquement constitutionnelles, donc elles ne peuvent pas être changées par le Parlement, mais Mmh on mh. a toujours la même situation qu'aujourd'hui. Mais maintenant, une fois que les citoyens ont le contrôle de la Constitution, ils peuvent très bien décider de dire, on va faire un Sénat tiré au sort maintenant. Parce que c'est eux qui changent la Constitution, Mmh. n'est-ce pas? Donc en fait, le reste, on peut enlever complètement les représentants, même si ça, aucune démocratie directe n'a jamais fait ça, parce que il faut des juges, il faut des on peut pas juger par référendum les affaires criminelles, par exemple. On a plein de représentants. Les policiers sont des représentants, les magistrats, donc à chaque fois, il faut un moyen de sélectionner des gens qui agissent à notre place, même s'ils sont sous notre contrôle. Donc, les sélections, c'est toujours les mêmes un peu. On peut imaginer des par concours, comme on fait avec les magistrats, par élection, par tirage au sort. Donc, ben, ou même d'autres systèmes qu'on invente. Mais ça, c'est les trois classiques. Donc, en fait, les citoyens ensuite ont la capacité eux-mêmes de modifier leur constitution à fur et à mesure, en général, qu'il y a des abus, des problèmes, qu'ils sont insatisfaits de certaines choses. Voilà. Donc, Mais donc c'est il faut absolument qu'en parallèle,
on ait un système d'information, d'apprentissage qui soit, le plus propre possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les médias, quand on regarde, comment les choses se passent, on est beaucoup dans l'influence, mais on n'est pas vraiment dans, essayer d'avoir un regard complet sur, les situations. Donc ça ça marche pour moi, hein, uniquement si on développe, une acculturation, c'est-à-dire qu'on se met à avoir des sources d'informations fiables, quoi. Ça, c'est une peur qui revient très beaucoup souvent. Mmh. En réalité, c'est un énorme problème de manière générale, mais c'est un non-problème concernant la question de la démocratie directe en particulier. Ah bon? Oui, OK. c'est-à-dire, c'est un problème, mais pas plus que dans la démocratie représentative. Ah Heu, non, je dis pas. Pour moi, il y a un gros problème là-dessus dans la démocratie représentative. voilà C'est qu'on est et dans je les vais te dire, mots. dans la démocratie directe, il est moindre ce problème. OK, Voilà. pourquoi? Comment? Alors, je vais te dire pourquoi. Alors, premièrement, heu, on va distinguer tout d'abord les droits des gens et puis le fait qu'ils exercent leurs droits bien ou mal. Heu, Quand on dit: «Il faut donner aux gens le droit de contrôler leur constitution, leur pays» et cetera, on dit pas: «C'est conditionné au fait qu'ils l'utilisent bien». Si bien que, c'est un peu comme le droit de suffrage, de vote normal. Quand il y avait le droit de vote, la discussion sur le droit de vote des femmes. Les gens disaient: «Eh oui, mais les femmes, ils s'intéressent pas à la politique, ils sont influencés par le mari et le curé». Ils disaient ça, non? Ils disaient: «Elles sont incompétentes». Mais qu'est-ce qu'ils disaient les suffragettes à l'époque? Ils disent: «Mais les mecs aussi». Et on n'attend pas qu'ils soient compétents pour avoir des droits. Les droits, c'est d'abord quand on a les droits, on devient compétent. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé parce que, avec le vote des femmes, au début les femmes votaient beaucoup moins que les hommes et aujourd'hui elles votent autant. Donc ça veut dire que Mmh. une fois qu'on donne les droits, les gens apprennent à les Je exercer. suis pas en train de remettre en cause, la capacité des gens à voter. Je suis en train de remettre en cause le système d'information dans lequel on baigne et essaye d'attirer notre attention, c'est-à-dire qui est tout le temps en train de c'est très dur d'avoir une information, nette, quoi. Je sais pas comment expliquer Ouais. ça, mais Ouais. donc c'est pas, vous voyez, c'est pas tant, les gens et leur capacité à comprendre Oui, qui mais m'inquiète. Moi, c'est plus le tu peux système et oui, mais d'information qu'on a actuellement dans le monde. je comprends, mais les 2 sont extrêmement liés parce que supposons que les gens ne se font pas influencer, alors on s'en fout de la qualité des médias, n'est-ce pas? Le problème, on s'inquiète de la qualité des médias parce qu'on s'inquiète qu'ils vont influencer les gens de manière décisive, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on s'inquiète. Oui, Donc, qui vont prendre un angle et puis pas montrer, voilà, la exactement. toute l'image, quoi. Or, il faut juste se rendre compte que, les gens, quand ils se mettent à voter sur leurs propres affaires, ils sont stressés. C'est pour ça qu'on aime bien quand même avoir des représentants parce qu'ils sont en train de voter pour un truc que peut-être va les ruiner eux-mêmes, n'est-ce pas? Donc, Mmh. quand on est dans cette situation, ben, si un média nous donne une information fausse ou des choses bizarres une fois, après la fois d'après, on leur enlève les financements de médias, on impose des choses, n'est-ce pas? Il y a des garanties parce que les citoyens ne peuvent pas être trompés. Sinon, par exemple, nous, en France, on a voté très peu termes constitutionnels. C'est-à-dire que le seul procédure de vote par la Constitution stricte, on a eu plusieurs référendums, mais le seul qui vient de l'article 89 qui dit qu'il est la voie royale pour changer la Constitution, c'est en 2000, le vote sur le quinquennat, n'est-ce pas? Mmh. C'est ça, on a voté là-dessus. Aujourd'hui, on est à peu près tous d'accord qu'on a mal voté. Parce que le quinquennat a donné un pouvoir au président absolument inouï. Pas. Surtout parce que le calendrier électoral a été aligné comme ça, donc on discute que de la présidentielle. Donc, on a mal voté et on s'est tous aperçus que c'est pas génial ce qu'on a fait. Heu, mais on vote pas beaucoup, donc c'est normal qu'on a à force, on vote mal. Oui, Déjà la bah, fois oui. d'après, en 2005, on ne sait pas si on a mal voté ou non. Mais ce qui est vrai, c'est que les gens ont lu de manière exceptionnelle la Mmh. Constitution européenne Mmh. et que
malgré le fait que les médias étaient unanimes, C'est vrai, derrière le c'est oui, vrai. le Mmh, non a gagné. mmh. Alors on peut dire: «Mais c'est un événement extraordinaire, c'est quelque chose». Non. Depuis à peu près 2005, quand on prend les pays européens, je pense ne trouver aucun référendum dans lequel, quand tous les pouvoirs forts sont d'un côté, c'est pas l'autre qui gagne. Le Brexit, d'ailleurs, c'est l'autre qui a gagné. C'est presque une malédiction. Si tous les pouvoirs sont pour un et tous les médias, les gens ont acquis un réflexe. Quand tous les pouvoirs sont d'un côté, il faut voter l'autre. On est devenu comme ça maintenant, on se méfie, non? C'est mais c'est une bonne méfiance parce que c'est vrai que si un débat public équilibré, c'est bien qu'on a quelqu'un qui veut nous vendre quelque chose. Donc on vote contre. Et c'est comme ça que votent les gens, en fait. La plupart des gens, ils savent rien du sujet, mais ils se disent: «Mmh, moi en général, je sais que, je sais pas, le journal Le Monde ou alors, la compagnie pétrolière, on est toujours en désaccord. Donc je vais voir Le Monde, s'il me dit que c'est bien de voter oui, moi je vote non». Et c'est comme ça que ça marche et souvent ça marche bien, ça fonctionne bien. Parce que les gens, OK. peu à peu, ont appris qui sont les bons conseillers et au contraire, les conseillers. Ce qui fait que c'est assez extraordinaire, une expérience particulière, c'est l'expérience de la Californie qui fonctionne avec la démocratie directe depuis 1800 98 et à l'époque, il y avait 20% d'analphabètes. Donc nous, quand on s'inquiète des Français d'aujourd'hui qui se font influencer, imagine les analphabètes devant la presse qui était contrôlée par des grands millionnaires. Bon, et la Californie est connue parce que ju avant la fin de la guerre, c'est-à-dire avant 1945, même avant le début de la guerre d'ailleurs, dans les années 20 et surtout, elle a fait des lois de type, protection des rivières. Des lois écolo n'existaient nulle part dans le monde. Et il a fait un système de transport public qui a été démantelé par les gens eux-mêmes d'ailleurs, dans les années 70, mais qui était un des plus performants au monde. Il a fait un système, de réduction du temps de travail, l'interdiction du travail des enfants, tout ça a été voté directement par les Californiens, alors qu'ils sont arrivés 20 ans après chez nous, et chez la plupart des gens. On est normalement, maintenant, c'est consensuel, mais eux, ils étaient les premiers. Pourquoi? Parce que un milliardaire qui explique à un analphabète qu'il faut travailler 50 heures par jour n'est pas très convaincant, hein. Même si on lit tous les journaux, on se dit: «Ah, pas trop, il faudrait avoir des avis contradictoires». Donc, c'est comme ça que ça se passe et les Californiens, ils en ont tellement mis que, dans les années 70, ils ont remarqué qu'il y a une dette incroyable, du coup, une dette publique et des impôts très hauts. Ils ont tout démantelé. Ils ont fait un système beaucoup plus libéral. C'est pas un système qui dit il est progressiste ou il est conservateur, il est pro-marché ou, pro-État. C'est pas un on n'a pas des ça dépend des moments. Mais il est vrai qu'il y a un système qui réagit à l'abus. C'est-à-dire quand les gens se font traiter comme des merdes, le système réagit très vite. C'est et donc évite les en fait dérives oligarchiques qui existent toutes les fois où on a un système, même avec des contre-pouvoirs, qui est contrôlé par un petit nombre de gens. Voilà. Juste, pendant qu'on est en Californie, je sais que tu as regardé un peu, bah, différents pays. Est-ce qu'il y a vraiment de la diversité sur la façon dont fonctionnent les communes, dans le monde? Ou c'est à Oui. peu près, toujours la même chose? Alors regarde, heu, quand j'étais à Grenoble, que j'ai mis un système un peu qui ressemblait à la démocratie directe, qui était l'expert, on va dire, c'est l'équipe municipale qui l'a mis. Pour, les instruire, on va dire, les gens de la mairie, j'ai invité le président de l'association des petites communes suisses. OK. Il est venu, il a fait un speech sur les derniers 20 référendums, dans une petite ville qui s'appelle Bienne, en Suisse et tout le monde était comme ça. Pourquoi? Parce que sur les 20, 17 référendums auraient été illégaux en France. Donc en France, est-ce que au niveau d'une commune, quelle est notre latitude? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau d'une commune? Est-ce qu'on peut organiser un RIC, par exemple, au niveau d'une commune? Alors, le RIC est interdit au niveau d'une commune.
On peut oui. Alors non, mais ce il faut comprendre un truc en France qui est très frustrant, je comprends, parce que, vraiment l'action qui est la plus belle, c'est celle qui commence du local. Et si en France, il y a pas d'innovation, on avance aussi, on est aussi sclérosé, c'est parce qu'on a bloqué le niveau local. C'est-à-dire, on Ah! commence à faire des choses, mais dès qu'elles sont importantes, dès qu'elles ont du succès, elles sont cassées par le juge administratif et le préfet, parce qu'ils sont illégales. C'est ça qu'il faut comprendre. Exemple, la Constitution française dit que la façon dont les communes s'administrent est décidée par la Constitution et par la loi. C'est-à-dire que c'est les députés qui décident comment les communes vont décider. Ouais. C'est pas les communes. Si le maire dit: «Moi, je veux décider, collectivement, pas tout seul. Je veux faire un turnover, comme font le premier ministre suisse, c'est-à-dire, le maire change tous les ans», eh ben, il en a normalement pas le droit. Après toute la question, est-ce que l'État tolère ou non? Mmh. Mais c'est il n'a pas le droit de le faire. Après, il y a des ruses, on va dire, il se porte malade, mais du coup, il peut pas plus siéger au conseil. Quand tu as fait, l'initiative à Grenoble il y a 10 ans, Ouais. c'était bien une sorte de RIC et donc c'est Alors, rentré dans le cadre de la loi? clairement, il était tellement pas dans le cadre de la loi, mais ça, c'est leur faute, aux Grenoblois, il faut dire, qu'il a été cassé par le juge administratif. Après quelques ce dispositif que j'avais fait à Grenoble, tiens, je vais me vanter un coup. À ce jour, c'est le seul qui a donné lieu à un référendum. Je dis pas un référendum où les gens ont gagné. Je dis un référendum. C'est-à-dire, il y en a eu qu'un, c'est Grenoble. Et en réalité, il y en avait eu un 2e. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que du coup, les gens pouvaient déclencher un référendum par une pétition, mais comme c'est illégal, c'est le maire qui choisissait. Il a accepté la première fois. La deuxième, alors qu'il s'était engagé, il a dit non parce qu'il avait trop peur du résultat. Donc, il suffit 2 fois pour que déjà le maire se dégonfle. Alors que pour que le RIC soit véritable, il faut non seulement que le maire soit contraint d'accepter le résultat, mais plus que ça, que le résultat s'impose au-dessus du maire. C'est pas que le Mmh. maire est au-dessus du référendum comme aujourd'hui. Et c'est même pas qu'ils sont à égalité, c'est dans l'autre sens. Et ça, c'est impensable en France. Oui, mais là, quand je t'entends, donc je pense au maire, OK, qui a fait barrage. Si on veut installer en utilisant ces petites, manigances, on va dire, donc on peut faire un RIC si Ouais, c'est le maire qui pose le référendum, mais on exactement. a déjà fait Mais alors, la quand tu dis pétition on avant. peut faire un RIC, là aussi, c'est il faut avoir en tête, si le RIC, c'est la philosophie générale dont on a dit tout à l'heure, à savoir que les gens deviennent au-dessus Ouais. des les élus et donneurs d'ordre, on peut pas le faire. Si par Parce contre que, on veut par exemple, je suis maire, je décide, donc à chaque fois qu'il y a une pétition, en tant que maire, je le mets au vote. ouais, Par exemple, exactement, et le résultat du vote, c'est mon ma destitution, par exemple. oui, exactement. Tu peux le faire, Heu, tu peux et le faire. ben, je peux pas mettre en application ce qui a été décidé par les votes. Qu'est-ce qui Alors, légalement empêche tu ça? peux alors Et légalement, il y a un seul moyen de mettre en application, obliga de qu'un résultat s'impose au maire, c'est un dispositif qui s'appelle le référendum local en France, mais qui, un est à l'initiative du maire et 2 il s'impose au maire que si 50 de la population locale, ah oui, ayant droit, ont voté. 50 ça veut dire, c'est il énorme. faut se rendre compte, c'est pratiquement l'Assemblée nationale est vide si on exige 50. En fait, c'est une question d'éthique. Si C'est le question maire d'éthique. Voilà, si on trouve Mmh. imaginons qu'on trouve des maires qui ont une Mais éthique ça, on les trouve. impeccable, On trouve des maires super. voilà, des maires avec une éthique Mais le impeccable qui croient problème, vraiment. c'est que les maires eux-mêmes se disent: «Oui, on va le faire, Henri. Oui, on met en place. Mais et oui, je me soumets à la population, Ouais, des citoyennes, mais c'est toujours moi qui décide que je me soumets».
Oui, C'est-à-dire, mais je serai toujours c'est en au-dessus, supérieur. attendant, Raoul, il Non, faut pas être trop impatient, c'est en attendant, c'est on met en place des choses dans des mairies oui, oui, comme oui, des oui, c'est pour ça que laboratoires non, non, mais pour je faire suis pas évoluer impatient. les mentalités et une Mais fois que ça prenne, peut-être que ça peut monter et là, on se retrouve dans la écoute, Joanna, subsidiarité ascendante. je suis d'accord avec toi. Non, c'est pas encore de la subsidiarité Non, ascendante, je mais sais, mais c'est on pour revient. Heu, je suis d'accord avec toi. J'ai même, tu trouveras sur internet, écrit le guide du RIC local, qui est un justement, document je me disais comment on fait? voilà, Mmh, qui est un document OK. très technique, basé tout sur le droit. On est plusieurs à l'avoir écrit et et donc il est très, très ennuyeux à lire. OK. Je te le déconseille, sauf si tu veux monter un RIC local. Donc, il a été utilisé par plusieurs maires et par plusieurs équipes municipales, précisément parce que il est technique. C'est-à-dire, il te permet d'avoir tous les choix possibles législatifs pour quand même mettre en place ça, malgré le fait OK. qu'il est interdit. Donc, je suis C'est d'accord avec toi. dans quelle commune ça a été fait? Tu as des Bah, exemples? en fait, c'est un truc qui m'a été financé par, Grenoble, donc c'était la première. OK. Et ensuite on l'a qui s'appelait mécanisme, pour l'interpellation. On a renommé guide du RIC local, donc il a circulé. Poitiers, il a utilisé le guide du Ah RIC oui, local. OK. Bah, il y a eu d'autres, petites, communes qui mais au niveau plus Et petit. déjà Poitiers, c'est un bon exemple. Ouais. Par contre, la mairie, je ne sais pas si c'est l'ancienne mandature, mais a changé. Oui et là, Mais ils je l'ont sais qu'ils ont perdu. fait beaucoup de Mais choses. d'ailleurs, pour mettre en place le guide des RIC locaux, comme c'est un mécanisme institutionnel qui est un peu, qui est légal techniquement, Oui, mais il met oui. ensemble des trucs légaux un peu communs, il fallait l'accord du préfet. Le préfet a traîné, a traîné, Ah. c'était donc à la fin, à Poitiers, ils l'ont mis en place, mais ils ont mis en place un an avant qu'il partait. Or, Ah un oui. référendum local n'est même pas autorisé avant une élection nationale. Mmh. Donc en fait, le problème, c'est qu'ils ils ont été chassés, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'ils l'ont mis en place, mais il y a eu zéro référendum parce qu'ils l'ont mis en place trop tard. La même chose, on peut dire de la Gironde, par exemple. La Gironde aussi a utilisé le RIC, guide du RIC local, n'a pas suivi complètement, mais même, je dirais pas du tout. Enfin, juste quelques aspects. Poitiers était très bon élève, mais Justement, quand tu parles de l'initiative à Grenoble, tu as parlé, donc des seuils et finalement, il faudrait faire ça parce qu'il y a une toute petite part de la population, pour l'instant, en tout cas, qui s'engage dans ces processus. Est-ce que, il faut le lancer justement avec une toute petite part de la population, le temps que ça gagne et pas avoir parce qu'à Grenoble, je crois que ça s'est pas fait ou ça n'a pas été pris en compte parce que ça avait pas atteint, le quorum? alors oui, exactement. Moi, j'ai dit qu'il faut pas de quorum. Voilà. Tous les mais c'est pas moi. Tous les gens qui connaissent les quorums et qui les ont étudiés disent qu'il faut pas de quorum. Pourquoi? OK. Parce que le quorum est un instrument pour, pas faire débattre les gens et pas les faire participer. Donc, si le but c'est faire participer et débattre les gens, le quorum, ça va contre ça. Pourquoi? Parce que quand on exige un certain nombre de gens qui votent, ceux qui sont pour le non, non seulement ils vont pas voter pour que le quorum ne soit pas atteint, mais en plus, ils en parlent le moins possible pour que personne ne soit au courant qu'il y a un Mais oui, référendum. bien sûr. Par J'imagine. contre, si 3 personnes peuvent gagner le référendum, Mais ils parce vont que aller de l'autre voter, côté, il y hein. en a que 2, tout le monde a Bah envie oui, d'aller voter. Donc, bah oui. c'est contre-intuitif, mais évidemment, tous les systèmes qui marchent ont pas de quorum. Toutes les fois qu'on met un quorum, c'est pour, Oui, oui. voilà. Donc C'est stimulant au contraire, le fait qu'il y ait pas de quorum, oui, on se dit: «Je vais pas laisser les autres décider pour moi s'ils exactement. sont 10 quoi». D'ailleurs, comme par hasard, il y a pas de quorum lorsqu'il s'agit des élections. Oui. Voilà. Dommage, OK, hein? OK, OK. Voilà, donc ça déjà, ils ont mis un quorum. Alors, je sais, on a eu une longue discussion. Le quorum, les gens ne peuvent pas l'abandonner. C'est vraiment pénible malgré le fait que j'ai donné tous Pourquoi ils les peuvent pas l'abandonner? parce qu'ils ont vraiment peur Ah, ils ont peur. que 5 personnes décident pour tout le monde et surtout contre eux. Heu, donc une autre chose, c'est qu'évidemment, une fois qu'il y a pas de quorum, mais même avec un système avec un quorum léger, on va dire, bah, la situation est que les gens commencent à aller voter quand il y a un groupe de citoyens qui ont gagné par le passé.
Parce que les gens sont tellement Ah! habitués qu'il y a tout de l'enfumage que pourquoi y aller s'il y a 0 chance de gagner? Donc, une fois qu'il y a un groupe qui a attaqué la décision ou qui a pris une décision où le maire une fois que le maire a perdu une fois, là, je peux te dire, les gens commencent à voter, commencent à initier. Par exemple, mettons Grenoble. Les gens l'ont mobilisé une fois, mais il y avait un quorum difficilement atteignable. OK. C'était faisable, mais c'était difficile. Donc, les gens qui connaissent pas les détails, ils savent pas qu'il y a un quorum, ils savent pas qu'il y a un vote, qu'il y a une initiative. Ils se disent encore une usine à gaz qui va nous faire participer, mais pas décider, qui va nous faire travailler, mais finalement, ça va rien changer. Les gens sont tellement habitués à devoir faire ça, ils perdent un temps fou pour rien, qu'ils disent bon, Pourquoi y aller, quoi? jouez Mmh. tout seul. Mmh. Mais maintenant, suppose qu'on est parmi ces citoyens qui se disent, voilà, et là, on voit un référendum qui passe, on ne vote pas, parce qu'on s'en fout, et on découvre que le fait qu'on n'a pas voté a fait que les gens qui ont Non. lancé le référendum ont gagné contre le maire. On dit merde, nous aussi alors on peut gagner. Tu vois? Et donc, c'est comme ça que les gens vont voter. Ça sert à rien de communiquer, tout ça. Il faut que les gens aient Mmh. une preuve que ce truc marche. Et c'est pour ça que on peut donner un petit peu des indices avant. Par exemple, c'est pour ça que on suggérait d'utiliser le référendum local parce qu'au moins il est contraignant dans une configuration plutôt qu'une juste consultation. Les gens disent ah ben c'est un référendum, il se met en jeu un peu plus. C'est pas juste lui qui suit le résultat si voilà, si s'est engagé. Mmh. Donc ça peut être des bons indices pour être crédible. Mais le vrai seul indice, c'est que le maire a perdu au moins une fois contre des opposants. Et Mmh. quand ça se passe, les gens prennent au sérieux le truc. Comment ça? Mais en fin de compte, c'est un bon moyen parce que j'ai pas mal, regardé la participation citoyenne, donc même, en tant que citoyenne dans ma commune. Donc, il y a 40 personnes, on dirait un club de gens qui se connaissent, qui font leur petit machin. Hem et finalement sur toutes les méthodes participatives, il y a très peu, de gens, qui sont impliqués et on se dit quoi, en tout cas moi je me dis: «La commune, donc c'est le territoire, c'est concret», c'est pour ça que je le vois aussi inversé. Moi je pense que le plus important, c'est notre territoire parce qu'on peut voir concrètement ce qu'on peut faire sur notre territoire. Mais les gens ne s'impliquent pas. Dans ma commune, il y a quand même, pratiquement 70 de votants, au municipal, donc c'est assez élevé. Mais quand on regarde sur, la participation, c'est peanuts et quand je t'entends, je me dis: «Finalement, en mettant ça en place», alors c'est un peu par une pression, mais alors déjà, on voit l'impact qu'on a et on se dit: «Bah, j'ai pas envie de laisser, les autres décider, pour moi». Finalement, ce serait un bon levier pour amener à la participation, réelle, des gens. Tu sais comment, c'est comme le RIC que je dis démocratie directe, souvent on le confond avec la démocratie participative, non? Et donc, j'avais trouvé de temps en temps, je sors une formule, peut-être tu l'as entendu, pour expliquer la différence entre les 2 et que résume ce que tu viens de dire. C'est que la démocratie, directe, c'est quand les élus travaillent Mmh. et les électeurs décident. Alors que la démocratie participative, c'est quand les électeurs travaillent et les élus décident. Donc, on peut comprendre que si on demande aux gens d'aller dans des assemblées tous les après dimanche après-midi pour décider 5% du budget d'investissement, ah, ils ont pas envie. Par contre, si tu votes une fois, tu vas au bureau de vote un dimanche, tu dis oui ou non. Et par contre, ça, c'est une décision on ne retourne pas en arrière. Bon, bah, c'est différent. Là, tu as beaucoup d'impact pour peu d'efforts. C'est évident que les gens vont le faire plus. Mais est-ce que, il peut y avoir un mix des 2, c'est-à-dire, de la démocratie directe, là, j'ai fait un épisode sur, donc les budgets participatifs notamment. Ça génère quand même, j'en parlais avec un élu, d'une ville assez importante ici, ça génère quand même, une participation, une implication et des idées que les élus n'auraient pas eues. Oui, Mais mais est-ce ça, que c'est ça peut passer oui, par mais le ça, RIC? il faut un peu être patient. Justement, on a parlé
La démocratie directe le fait à terme. À terme, le Oui, fait. C'est-à-dire que, avec le heu RIC, hein? avec le RIC. Oui, pourquoi? Parce que les gens commencent juste par voter, c'est la partie finale. Mais les gens qui prennent des initiatives, c'est-à-dire font signer des pétitions, écrivent la loi, sont toujours une minorité. On mais une fois qu'on voit qu'une pétition mène à un référendum, les gens commencent à avoir des idées. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent pas directement parce que souvent ils se sentent pas compétents pour le faire. Par contre, ils vont dire: «Ah bah, si initier un truc peut gagner, moi j'aurais mon idée». Par exemple, je suis un boulanger qui connaît rien à la politique, mais qui connaît très bien les systèmes de boulangerie. Donc, j'ai depuis plusieurs années, je me dis: «Bah, il y a un petit changement que, les mangeurs de pain seraient contents, les boulangers seraient contents et personne serait mécontent». Pourquoi ils le voient pas? Ben, normal, les gens ils connaissent pas, mais lui il connaît. Donc, il se dit: «Bon, ça serait bien de commencer une pétition», mais c'est quand même un sujet un peu technique, puis moi je suis tout seul, puis j'ai que le dimanche pour, alors qu'est-ce que je fais? Eh ben, c'est là que tu commences à voir, est-ce qu'il y a des associations de boulangers? Est-ce qu'il y a des stations plus larges de consommateurs? Et ça, c'est un effet direct que tu vois, systématiquement, c'est que quand tu as un rythme qui marche, le tissu associatif explose, devient très fort. Mmh. Parce que tout à coup, ça devient intéressant d'être dans une association. C'est pas juste passer son temps à discuter, c'est aussi que, toutes les initiatives, tu signes, puis tu votes, et puis avec ton association, tu décides des choses. Donc, tu as intérêt à être en contact avec les gens qui pensent un peu comme toi. Et ces associations ont intérêt à communiquer parce qu'en fait, je voyais sur les dernières municipales, moi dans ma ville, genre il y a des collectifs qui se montent et après il faut qu'ils aient l'oreille des élus donc chacun rencontre les élus et tout ça se fait un peu, Ouais, c'est c'est-à-dire ça. qu'il va y avoir des petits groupes de citoyens qui arrivent à entraîner des élus, mais on n'est pas du tout on n'a pas de visibilité sur qui sont ces collectifs. Là, en fait, ça rend les choses beaucoup plus Ouais. transparentes. Si on prend le cas d'un budget participatif, donc si par exemple, ce que fait le budget participatif, c'est-à-dire pouvoir investir de l'argent sur un projet, particulier, dans un quartier, heu à quoi ça ressemble, si c'est un RIC? C'est-à-dire que, et bah, il y a un budget global de la ville. Comment, ça s'intègre, alors je sais qu'on a parlé de la régulation, les gens ils font attention, ils vont pas investir n'importe comment. Mais quand même, comment, il faut que ça s'intègre dans un budget global, par exemple? Ça, comment ça marcherait? Alors, ça, c'est un point intéressant parce que, heu, quand on propose une dépense supplémentaire, c c'est un projet écrit, hein, c'est une délibération écrite. Donc, si on propose un projet supplémentaire sans couverture, d'habitude, c'est une des raisons pour lesquelles les gens me disent non. Donc en fait, ce qu'il faut quand il y a un projet de RIC au niveau d'une municipalité, c'est avoir accès au budget de la mairie, par exemple, de la Ouais, commune bien sûr. et trouver les couvertures. C'est-à-dire, ça peut être quelque chose qui, hem, soit empêche un projet qui est en cours, soit enlève des financements à des choses. Oui. Alors, très souvent, l'empêchage, ça fonctionne avec il y a une règle généralement qui s'appelle l'unité de la matière, qui est pas absolument stricte, obligatoire. Mais l'idée, c'est de dire, quand tu lances une loi, c'est une loi sur un sujet, pas sur 2. Tu peux pas dire, on va développer, un quartier, je sais pas, commercial ici Mmh. et on va augmenter le salaire, des personnels, de la mairie. On en fait 2 de référendum dans ce cas, mais on mélange pas. Donc s'il s'agit de casser une initiative de la mairie pour trouver les fonds pour une autre, il faudrait développer 2 pétitions. Mais souvent, c'est comme ça. C'est-à-dire les 2 pétitions qui marchent ensemble, on vote le même jour et les oui, ben, généralement, Et les ça gens veut dire votent. que dans le cas d'un budget participatif, donc comme, c'est sur le budget, ce qui demande, des investissements et qu'à un moment pour qu'on puisse voir, quels, projets, vont rentrer dans le budget quoi. Tu vois? Il y a Non, quelque mais chose, attends, parce que le budget participatif est pas du tout pareil parce que, c'est des gens qui établissent un budget, et voilà. que ce budget est fixé
la plupart du dans le temps budget. inférieur à OK, 5 du budget d'investissement. Donc voilà, le budget d'investissement étant à peu près la moitié du budget total, ça fait 2,5 du budget. Donc il est bien encadré dedans, on sait qu'on voilà. l'alloue à Donc ça, voilà. là, c'est pour ça Alors que qu'on se sent à l'aise. alors Mais que là, si s'il y la a, l'initiative il y signifie a que 4 collectifs qui lancent, 4, RIC ouais, avec, de ouais. l'investissement, derrière, comment tu fais? Voilà, comment tu fais? Donc ça veut dire que, tu as le budget donc, nous par exemple, prenons un cas concret. Un espèce de lac artificiel à l'été pour tout le monde, donc, vous avez, besoin d'un budget de 1 million par exemple pour votre projet. Heu, on a le budget de la mairie aujourd'hui entre Mmh. investissement et fonctionnement et Fonctionnement? on te dit: «Comment on le finance?» Mmh. Et on trouve, suppose que vous trouvez que le bâtiment de la mairie est un peu trop grand. Il y a Mmh. beaucoup de salles inutilisées et cetera, qu'en le vendant, on récupère 1 million et on peut mettre les gens, de la mairie dans un autre local de la mairie qui est plus petit, qui est aujourd'hui pas habité. Bon, ben, vous proposez ça. Votre projet, qui est associé à la vente de la mairie ou de Ah oui, donc il faut que nous-mêmes on trouve au eh sein oui, du collectif, ou de l'association, les exactement. moyens et que ça rentre dans le budget. Mais parce que vous devenez législateur. Quand vous Ouais, avez, mais oui, bien sûr. la démocratie directe, vous êtes législateur au même titre que les députés. Donc, bien sûr que vous faites si vous contrôlez pas les budgets, alors on vote n'importe quoi, effectivement. Ouais, Parce mais que c'est incroyable parce que ça devient donc tu as la mairie et puis tu as des collectifs au sein desquels il y a, des compétences, une capacité d'analyse quand même. Donc il faut que la mairie soit extrêmement ouverte. Bon, de toute façon, les comptes sont publics, mais que tout soit, très ouvert pour que ces collectifs puissent créer leurs projets. oui, normalement il faut, mais encore une fois, si on demande quelque chose de minimaliste, eh ben, il faut voir qu'il y a certaines choses qu'on obtient par le processus lui-même. C'est-à-dire, après avoir eu le projet de guinguette qui s'est fait jeter parce qu'il y a pas de couverture financière et il y a pas de couverture financière parce que vous aviez pas accès au budget de la mairie refusant de le donner, le Mmh. prochain RIC, c'est la mairie est obligée d'afficher tous ses budgets publiquement. Ça vient automatiquement ces choses-là. C'est-à-dire que les gens, agissent sur les dysfonctionnements. Donc en fait, typiquement, un pays qui a ça, à tous les niveaux, ville, Oui, canton et c'est la Suisse. Et la Suisse, heu, dans tous les cantons et toutes les institutions fédérales et communes, tous les bâtiments publics, tous ont, non seulement tous les comptes publics, mais ils ont les portes ouvertes. C'est-à-dire que tu vas à ouais, Berne, au parlement suisse, tu peux rentrer à tout moment. Ils te disent ce qu'ils te disent, c'est: «Faites un peu de silence parce on est en pleine séance», tu vois? Ils sont en train de voter, mais ils peuvent pas te refouler. Donc, c'est les premières choses que les gens votent. Accès à leurs propres services publics et à l'information sur les comptes. Donc, s'ils les mettent pas à disposition, ils seront forcés à le faire. C'est pour ça que souvent de d'expérience, est-ce que donc ce système, il est appliqué, à des mairies en Suisse? oui, oui, bien sûr. C'est là que je te disais la Et mairie de donc Vienne. Les voilà mairies et donc c suisses, ah bah, hein, oui, c'est la fameuse. Donc au niveau de la mairie, qu'est-ce que ça représente, concrètement? C'est-à-dire en nombre, de référendums, est-ce que c'est très actif ou c'est juste, ponctuel? ça Comment dépend où, mais comment ça se en concrétise? Suisse ou en Bavière, hein, où il y a de la démocratie directe, parfois plus ou moins accessible, mais quand même sérieuse, les gens votent tous les ans, ça c'est sûr. Alors tous les ans combien? Une Ah fois au moins une fois par an, tu veux ah dire, oui, ouais. oui, une fois par an. Ah oui, ça c'est sûr. Et l'exemple, c'était, les référendums qui ont eu lieu, à Bienne, en une année. Il se trouve que c'était une année où il y en a eu 10. Alors attention, ils sont groupés, hein, donc tous les 3 mois. Ça veut dire qu'il y a des séances, où on vote, on sait qu'on vote tous les 3 mois et dit qu'est-ce qu'il y a au menu de la prochaine, séance et cetera. Comment les gens votent concrètement? C'est un vote en isoloir? C'est un Oui, oui, vote, c'est papier? comme les C'est comment élections, ça comme les élections. donc Donc toutes les fois ça isoloir.
Alors chez nous, les élections, c'est vraiment, bureau de vote. Oui, mais Est-ce que là, ils font exactement. par souci de facilité, est-ce qu'ils font un mix de techniques ou Non. Et c'est-à-dire par que un numérique? ouais, mais et là aussi, il faut voir que nous, on fait ça parce que nous, on considère l'élection sérieux et le référendum pas sérieux. Mais comme les Suisses considèrent le référendum plus sérieux que les élections, s'il faut mettre des technologies, internet et tout ça, ils le font plutôt pour les élections, pas pour les référendums. D'ailleurs, Je ils comprends. ils expérimentent pour les élections le vote sur internet. Donc en fait, le la première chose OK, pour rendre sérieux la législation directe par le peuple, comme on disait au 19e siècle, c'est de faire en sorte que les référendums se passent de manière procéduralement sérieuse, donc d'accord. les bureaux de vote sont ouverts. En France, cela est possible avec le référendum local et même obligatoire. Si on fait un référendum local, il faut mais le problème, c'est que le coût revient à la à À la la mairie mairie? et donc Mmh. ça, c'est souvent un coût qui est relativement élevé. Après, il faut voir combien les gens de la mairie seraient d'accord pour, maximiser le nombre de bénévoles. Voilà, c'est quelque chose qui peut se discuter. Aussi, quelque chose que font beaucoup les Suisses et beaucoup les Américains qui la pratiquent, seulement une partie des États-Unis pratique ça, c'est les Uruguayens, ils font ça. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent les votations en même temps que les élections, autant que possible, parce que ça élimine le coût, non? Et là, en France, je vais faire, le complotiste. Comme par hasard, c'est interdit. C'est-à-dire, vous voulez faire des référendums, mais non. Le code des collectivités territoriales l'interdit. C'est pour ça qu'ils déplacent les municipales, quand il y a les présidentielles, quoi. J'aimerais beaucoup que tu nous parles des subsidiarités ascendantes. Oui. Alors, En quoi ça consiste ça, et c'est une autre chose qui est un peu liée, c'est-à-dire que je pars, avec mon exemple de Bienne. À Bienne, parmi les votations qu'il y avait, cette petite ville suisse, il y avait si le maire a le droit ou non de cumuler un mandat national. Si le maire, combien il gagne? Ça, les gens ouais, de ça ils Bienne décident de ça? votaient ça, Oh hein. ouais, OK. Faut savoir qu'on est sur un niveau de compétence Ah qui a oui. rien à voir avec la France. Nous, on n'imagine même pas pouvoir voter ça. Ouais, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est la subsidiarité ascendante? C'est cette idée, c'est-à-dire qu'on a des systèmes qui sont plutôt fédéraux, comme justement la Suisse, où quand on va vers le bas, il y a beaucoup de compétences qui sont exercées au niveau des communes, au niveau des cantons, et il y a des systèmes centralisés comme la France, où la plupart du temps, les choses s'exercent au niveau national. Alors, transformer la France en un pays fédéral, on va imaginer que c'est même pas la peine, parce que c'est trop de changements. Donc, pour cela, il y a quand même une belle, parade pour pousser dans cette direction. C'est ce qui s'appelle justement subsidiarité ascendante. Alors, il y a 2 choses. La subsidiarité, c'est un principe très simple qui dit: il faut donner une compétence à niveau, territorial qui est le plus efficace pour l'exercer. OK? À égalité d'efficacité, il faut la donner aux plus petits. Donc, par exemple, si on doit Mmh. exercer les hôpitaux, à qui les donner? Nation, région, département, commune. Et la question, il faut la donner à l'échelon euh, le plus efficace pour l'exercer. Et dans le doute, si tu ne sais pas lequel est le plus efficace entre deux, bah, tu le donnes au plus petit. OK. C'est ça le principe de subsidiarité. Il est dans les traités européens, il est dans la Constitution française, il existe déjà. Donc ça tombe bien, on n'a rien à faire. Mais le côté ascendant est important parce que vu que c'est comme ça, la première question qu'on peut se poser est: OK, mais qui décide? Qui évalue l'efficacité? Par Mmh. exemple, les hôpitaux, ils sont au niveau régional. Qui a décidé qu'ils sont au niveau régional et pas Mmh. départemental et pas communal et pas national? Eh ben, qui décide? Ben, en France, c'est très clair, c'est le parlement et le gouvernement. C'est l'État central qui décide qui est plus compétent. Alors évidemment, très souvent, il décide que c'est lui-même, qui est le plus compétent. Bon, c'est normal, c'est de bonne guerre, mais tant que c'est lui qui décide, c'est pour ça qu'on reste centralisé, malgré le fait qu'on a un article 72 de la Constitution qui nous dit que les collectivités territoriales ont vocation à exercer toutes les compétences qu'ils sont capables d'exercer efficacement.
Tu dis: «Waouh, c'est énorme!» Et en fait, il exerce presque rien et dans des limites très étroites parce que l'État central décide de qui est plus efficace. Alors, il y a une alternative. C'est la subsidiarité descendante. Descendante parce que c'est un principe de subsidiarité où c'est l'État qui décide qui est plus compétent. Ascendante, c'est de l'autre sens. C'est les communes qui décident qui est plus compétent pour exercer une compétence. Oui, bah, en Elles, fait, c'est génial. Dans ma dans ma commune, c'est une commune de 6 000 habitants, on a un hôpital et donc là, si je me pose au niveau de la commune, c'est nous qui dirions: «Oui, on assume la responsabilité de l'hôpital» ou «Non, on ne veut pas l'assumer, donc on le passe à voilà, l'échelon on supérieur». voudrait que ce soit la région ou on voudrait que ce Voilà, soit OK. l'État. Ah ouais, On bah, je vote pour, hein. vote pour. Voilà, c'est vous qui êtes de la commune qui vais décider ça. Alors, c'est quelque chose, un changement important, mais qui pourrait être presque rien. C'est-à-dire, vous pourriez, toutes les communes de France, si elles avaient ce droit, pouvaient quand même décider de rester comme ça. Oui, Donc, et de toute manière, avant de choisir que c'est vous qui exercez le contrôle sur l'hôpital, faut quand même être sûr, parce que même s'il n'y a pas de démocratie oui, directe, bien sûr. un maire peut être sanctionné pour ça. Imaginons l'hôpital devient une catastrophe, bah, ça va être la faute. Alors donc, cela fait que le changement est graduel. Mais quand même, ça veut dire que dans les communes, on va discuter tous les jours de, par exemple, je sais pas, une église est mal gérée, mais est-ce qu'il faudrait pas mieux la donner à quelqu'un d'autre à la gérer, voire à nous-mêmes, un hôpital, une école, etc. Oui, parce Donc, que maintenant, si tu veux, ici, là, les écoles, primaires, c'est la commune, mais on a aussi un collège dans ma commune et ça, c'est, le département. voilà, Alors que exactement. potentiellement, c'est des Exactement. Ça, compétences qui c'est sont typiquement des similaires. discussions qu'on a parce que c'est plusieurs niveaux et parfois c'est pas, et de dire, ça serait pas mieux de la donner au même échelon Bah territorial, oui, par exemple, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible avec la subsidiarité ascendante et surtout ce qu'on a cité tout à l'heure, à savoir est-ce que la démocratie locale est la compétence de qui? La commune pourrait dire: «C'est la nôtre, c'est pas celle de l'État bah central». ouais. Ah oui, d'accord, les 2 sont les 2 Les 2 s'enchevêtrent, sont OK. liés, voilà. Donc aujourd'hui, on n'a pas de subsidiarité ascendante et comment pour faire pour l'avoir? Eh ben, il suffit de changer une loi, même pas constitutionnelle, loi normale. Mais bon, on est encore face aux députés. Mais on est toujours au niveau encore face aux députés. Mais ce que je veux te dire, c'est que l'initiative par la commune, purement plutôt par les politiques de la commune, c'est quelque chose qui peut être très stimulant, mais peut être très frustrant. Parce que très clairement, toutes les fois que ça marche, enfin, la plupart du temps quand ça marche, si c'est un peu, disons, contestataire et c'est annulé, souvent ça marche pas parce que vous avez pas le droit. Donc c'est sans arrêt, vous avez un mur face Mmh. mais cela ne veut pas forcément dire que le pouvoir est hyper lointain et cetera. Pourquoi? Parce que les maires en France ont un pouvoir très faible en termes de politique par rapport au pouvoir central, mais très fort en termes d'influence. Mmh. Parce que les maires, tu le sais, c'est eux qui les maires et les conseillers, c'est vote au Oui, sénatorial qui votent le Sénat. et c'est aussi les maires qui, décident qui est candidat à la présidentielle. Donc en fait, nous avons les maires décident de 2 institutions sur 3 parmi les plus importantes, enfin les plus importantes de notre pays. Donc c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire, je vois plus prometteur un mouvement des maires. Ça, c'est exceptionnel ce qu'il y a en France. En France, il y a plus de maires que partout ailleurs en Europe. Quand je dis partout ailleurs en Europe, je veux pas dire par exemple l'Allemagne. Je veux dire l'Allemagne plus la Suède, plus l'Autriche, plus tous les autres pays Ah européens bon? ont moins de maires que la France. Ah bon? Oui, parce que la France a des communes de 10 habitants, alors que les autres voilà. Donc, en fait, les maires, c'est une ressource incroyable. Très Mmh. souvent, ils sont proches des gens, ils vivent et les conseillers aussi, mais ils sont pas coordonnés. Donc moi, je dis, s'il faut, l'effort qu'il faut faire au niveau local, c'est de Mmh. dire: «Coordonnons nos maires. Vous parrainez et vous votez au sénatorial seulement pour des candidats qui veulent la subsidiarité ascendante». Mmh.
heu, au moins la subsidiaire parce que la démocratie directe, beaucoup vont être, dubitatifs, mais au moins avec la subsidiarité ascendante, tu peux la faire ta démocratie directe après parce que tu peux Mmh, récupérer mmh, mmh. tes compétences. Donc au moins ça. Moi, j'aurais tendance enfin, dans mon groupe, on pousse aussi pour la démocratie directe. Mais surtout que la démocratie directe peut être au niveau national, peut être à l'initiative des citoyens, mais des maires aussi. Mmh. Donc les maires peuvent avoir un contre-pouvoir qu'aujourd'hui ils n'ont pas. Donc c'est ça aussi qu'il faut voir. Les maires, leur impact national, donc commencer par le local, j'ai tendance à dire oui, mais le début par le local, c'est pour amener ces élus locaux à quelque chose de plus national, à peser nationalement. Mmh Parce que mh. c'est seulement comme ça qu'ils pourront se défendre du pouvoir central et nous aussi avec eux. Donc j'aurais tendance, voilà, à dire, c'est quelque chose qui est à moi pour moi, c'est plus faisable, plus emballant et surtout moins frustrant parce que la frustration qu'il peut y avoir à bosser comme des chiens au niveau local pour voir C'est qu'ensuite sûr. Et de se la sentir écrasé, c'est-à-dire de pas éclater. avoir les rênes. Exactement. Mais, ça veut dire, partir quand même du citoyen, puisque ce sont les citoyens qui font les listes et puis, c'est parmi les citoyens qu'il va y avoir les futurs maires. Donc, il faut que nous-mêmes, on commence à se cultiver sur, ces sujets, voir, où sont les possibilités, quoi. Ouais, Et exact. et toi, instinctivement, comme ça, tu dirais que, les Français, ils sont prêts pour ça? Moi, j'ai l'impression j'entends beaucoup passer je parlais du RIC, hein, quand même, depuis les gilets jaunes, on en entend beaucoup parler. J'entendais dans une de tes conférences, tu disais que c'est Condorcet, hein, qui a mis en place, qui a inventé un peu la démocratie directe. Alors je s Moderne, hein, la version moderne. Ouais. Et en fait, je me disais, c'est un peu comme si en France, on n'a pas fini la révolution, quoi. Ah C'est-à-dire, oui, ça c'est sûr. tu vois? Mais On a fait la révolution, on fait tomber les rois, mais on a des nouveaux rois, en fait, on a des nouveaux donc comment on prend les rênes? franchement, on me font de la peine. Mais moi, je suis d'origine italienne, mais je trouve que s'il y a un peuple qui mérite ça, c'est les Français. Parce que c'est pas que Ouais! la Révolution française. Tu sais, j'ai étudié, la Révolution de 48 qu'il y a eu partout en Europe. Mais en Mmh. France, c'était la capitale de la démocratie directe. C'est-à-dire que Mmh. tous les gens qui défendaient la démocratie directe et notamment le gars qui l'a encore plus enfin, nous on connaît Condorcet, mais après il y avait un autre qui s'appelle Maurice Rittinghausen qui a vraiment inspiré tous les systèmes de Suisse, des États-Unis, qui a vraiment eu un impact concret. Et il écrivait en français, lui, parce que tout le monde Mmh. se retrouvait en France pour parler de démocratie directe. Et on avait des politiciens, par exemple, qu'on connaît, on connaît le nom, Ledru-Rollin, par exemple, tu le connais? Oui, le Ouais. Bon, lui, par exemple, il était candidat à la présidentielle en portant la démocratie directe et on lui doit le suffrage universel masculin. Bon, donc la France, à chaque fois ça poussait et puis après, comme c'est un grand pays avec une grosse armée, une puissance coloniale, ben, au lieu de faire la démocratie directe, de donner les droits aux gens et donner du pain et du jeu, n'est-ce pas? Comme on fait d'habitude et donc on s'est retrouvé à chaque fois d'avoir un Napoléon, puis un Napoléon III, puis un Macron, toujours la même chose, alors que la revendication est toujours là et Mmh. les Suisses disent: «C'est grâce à la France qu'on a ça». C'est ah bah, c'est extrêmement, encourageant, de se dire: «Mais oui, en fait, on a ces graines-là en nous, on n'est pas allé au bout, c'est le moment, d'aller au bout et de Voilà. mettre en place les Et puis choses». on les a tellement que, un mouvement qui demande le RIC, ça n'a existé qu'en France. Les gilets jaunes, Mmh. enfin non, ça a existé à Taïwan aussi. Il y en a eu 2 pays où le RIC était le numéro un. Donc voilà, donc mais encore la France. Quand tu fais les sondages, j'ai tous les sondages depuis 2011, ce qui demande, la démocratie directe, l'initiative populaire, l'initiative, citoyenne, toutes les formes de questions que tu peux poser, Mmh. Mmh. ça oscille toujours entre 70 et 80 des gens qui veulent ça. Et après, nous, on a fait un sondage nous-mêmes. On a eu 73 parce que la question était plus précise. Êtes-vous d'accord pour que 700 000 citoyens puissent soumettre à référendum une révision de la Constitution? Comme ça, Mmh. c'était vraiment proche de la loi qu'on propose. Il y a eu 73 qui répondent oui. Mmh. Donc c'est beaucoup. Mais ensuite, on peut mesurer qui de ces 73.
Et ben, tu sais, le truc incroyable, c'est que mais en même temps logique, c'est que plus tu es loin du pouvoir, plus tu es loin de Paris, plus tu es pauvre. Tu vois, dans les communes rurales, les gens sans diplôme et avec, un revenu faible, possiblement jeunes et femmes, et ben, là, on est sur 95. Mmh. C'est pratiquement tous. Alors, c'est qui est plutôt contre? Ben, il faut être parisien, il faut avoir un bon revenu, un bon diplôme. Et là, bon, bah, c'est pas bas non plus, mais c'est autour de 50-45. Après, c'est vrai, on grandit, on est dans des environnements culturels, bah, qui formatent aussi la façon dont on regarde et dont on pense les choses ouais, ouais, mais c'est hyper encourageant qu'en effet, des gens qui forcément sont des délaissés un peu, de tout le système puissent reprendre les rênes. Ce serait vraiment fabuleux. Sachant que, quand je parle de ces gens-là, c'est tout le monde finalement, même ceux, tu vois, moi je viens plutôt d'un milieu, privilégié, j'ai fait des hautes études et tout, donc je vois vraiment l'intérêt à aller vers ça, quoi. Ouais. Parce Oui, tout à fait. qu'aujourd'hui, cette sensation de plus avoir le pouvoir d'agir, de subir et puis de voir la dégradation, Oui, de oui, justement ceux qui dirigent. Donc j'entends que dans la dé il y a quand même dans ce système que tu décris, il y a encore, une forme de compétition, mais là, le système d'élection avec les compétitions entre les listes, l'animosité, voilà, je pense que ce système-là aussi, il donne pas les fruits qu'il devrait donner, oui, au oui, niveau des territoires. c'est sûr. Ben, le système aussi avec un maire tout-puissant et cetera, c'est pas un bon système. Et le maire est la principale victime aussi parce que le maire est soumis au préfet et au gouvernement. Ah C'est-à-dire oui, les oui, non, maires mais eux-mêmes sont écrasés, oui, bien mais sûr. et ils gagneraient à avoir moins de donc c'est sûr, mais je pense que il y a 2 grands obstacles parce que je pense le côté culturel des Français est là et ils sont prêts les Français. OK. Heu le côté petite commune est là aussi. Levier possible, il y en a. Même au niveau central, encore une fois, il y a des systèmes qui sont beaucoup plus de la chance. Les 2 problèmes principaux sont, d'une part, le fait que, il faut se coordonner. Et le fait qu'il faut y croire. C'est-à-dire que quand tu dis on parlait des médias tout à l'heure. Les médias n'arrivent pas à nous convaincre, à Mmh. convaincre des choses. Ils n'arrivent pas à convaincre que la France va bien. Personne ne le pense, que, notre gouvernement est magnifique. Ils n'y arrivent pas. Mais par contre, ils arrivent à convaincre, à force de marteler, ils arrivent à convaincre les gens qu'ils sont seuls, que les autres pensent pas comme eux. C'est ça la propagande. La propagande marche quand c'est comme ça, quand tu te sens seul. Alors, il faut pas se sentir seul et il faut parler, il faut réussir à créer suffisamment de contacts et d'informations pour que les gens se disent: «Mais en fait, je suis pas seul, hein, il y a tout le monde qui pense comme moi. Donc on peut y aller» C'est ça et qu'a ça, créé les gilets jaunes. là, les Parce gilets jaunes ont que fait ça beaucoup. c'était alors, un peu interclasse, pas toujours, c'était, sur le spectre politique. Les gens se rejoignaient et voyaient ils n'étaient pas seuls, en fait Exactement. OK. C'était Mmh. interclasse, c'était Mmh. mouvement idéologie aussi. Mmh. Donc souvent, les gens se retrouvaient avec leurs voisins, peut-être, je sais pas, le gars qui votait France Insoumise avec le voisin Réac qui votait, RN et là, ils manifestaient ensemble. Ça a fait vachement du bien pour les gens de s'en rendre compte qu'au final, bon, chacun essaye de trouver individuellement sa solution, mais Mmh mh. en fait, les diagnostics, c'est à peu près les mêmes. Et ça, ils l'ont bien mais ça, il faut le chérir parce que c'est un moment de liesse, mais c'est important d'avoir, c c'est quelque chose qui devient normalement comme ça. Et puis la deuxième chose, le problème, c'est la coordination parce qu'une fois que tu sais que les gens pensent comme toi à peu près, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on demande tous la subsidiarité ascendante? On demande tous la démocratie directe, on demande tous autre chose, n'est-ce pas? L'idée, c'est qu'on pousse, à ces 2 choses, démocratie directe, subsidiarité ascendante. Une des 2 suffit, en fait, au final. Oui. S Parce que,
c'est des choses, qui peuvent être qui ont beaucoup d'effets et peu de changements. C'est pour ça. C'est Mmh. aussi la capacité à pouvoir pousser les députés, les maires à dire: «Regarde, c'est pas compliqué, en fait». Moi, en tout cas, personnellement, hem, je crois que ce qui est bien, c'est donc, de comprendre toutes ces choses-là et de concrètement devenir maire ou élu et d'essayer de le faire dans sa commune et donc devenir, c'est dans 7 ans donc c'est dans longtemps et d'ici là, le monde aura beaucoup changé mais en tout cas, peut-être que les ceux qui ont justement des idéaux, qui se rapprochent de ça et qui viennent d'être élus et qui, pour beaucoup, sont perdus, hein, parce que finalement, ils font tout pour être élus, ils ils ont monté leur liste et puis quand ils se retrouvent entre, le marteau et l'enclume, à la mairie, voilà, comment est-ce qu'ils peuvent agir? C'est plutôt ça, se dire, bah, finalement, il faudrait qu'il y ait des élus partout en France qui se saisissent, de ces sujets, puis qui deviennent des laboratoires, quoi. C'est-à-dire, il faut essayer. Moi, je pense qu'il faut Mais essayer. alors, si ça oui, ça c'est sûr, ça il faut tenter ça et puis, en tout cas, si ça t'intéresse, heu, donc on a une organisation, avec qui a statut de parti, donc on a des dons défiscalisés qui commencent à être pas mal, donc c'est bien et on a toute une cellule qui travaille avec les maires de OK. France. Il y a des, contacts massifs et la première chose difficile, mais que finalement ça avance, c'est de pas vouloir les convaincre, simplement vouloir les sélectionner. Il y en a 35 000. Si un maire te dit: «Oh, je suis pas convaincu», bon, dehors. Bah, juste ceux qui sont convaincus déjà, ça va être beaucoup quand même. Donc si toi tu as C'est la envie règle, hein, aussi il faut un tout petit pourcentage pour, faire une bascule à un moment, mais il ah faut oui, oui, c'est commencer sûr. avec, Non, mais rien qu'au présidentiel, il en faut 500 donc rien que ça, mmh. Ah oui, heu donc oui, là, ce que tu es en train de dire, c'est que, vous avez créé un mouvement, donc vous récoltez en ce moment les 500 signatures de maires Oui, pour les vous 500 présenter? signatures, plus on parle. En fait, on a un maire, qui s'est candidaté en Savoie, pour l'élection législative partielle. Bon, il n'a pas gagné, mais il est allé 4e quand même, devant la France insoumise. Ça, on était bon. On a, les des sénatoriales. On va essayer de voir qui peut se candidater. Donc, en fait, quelqu'un qui est bien implanté dans un territoire, on a parfois des gens qui arrivent, c'est pas évident, hein, mais l'idée, c'est de dire, on va concurrencer les partis politiques sur toutes les élections, y Mmh. compris la présidentielle, parce que quand on les concurrence, ils nous écoutent. Mmh. Et nous, tu vois, ils nous contactent, ils disent: «Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je fais?» Là, on organise des interviews aussi avec des candidats ou des soutiens des candidats à la présidentielle pour savoir comment ils se positionnent par rapport à ces choses-là. Et on a notre candidature qu'on peut retirer ou pas, mais on est sur des enjeux civils comme ça. C'est-à-dire, on veut, heu imposer ce débat et c'est pas mal, hein, parce qu'un peu on voit les fruits. C'est ça que les gens, sont un peu contents. Il y a des pétitions qui sont étudiées à l'Assemblée, il y a des députés qui soumettent notre, loi dans les niches. Après ça, il y a de plus en plus de députés qui disent moins de conneries. Il y a des maires, qui suivent et qui disent: «Mais bien sûr, je vais me Mmh. lancer». Donc l'idéal, c'est avoir les maires, déjà ils sont élus, donc quand tu trouves, ils ont un savoir-faire. L'idéal, c'est avoir des maires qui se candidatent, pour, être sénateur et tout ça. Donc on pousse tout ça et l'idée, c'est avoir vraiment un socle de Mmh. gens qui permet de dire: «Bon, bah, c'est le changement, il est là, il est facile à faire maintenant, on va le faire, on le fait». Oui, puis ça a été fait ailleurs, donc c'est pas non plus un risque, fou, 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 Voilà, quoi. on a tout ce qu'il faut parce que moi je suis pas nous on n'est pas des moi je suis pas politique, mais j'ai l'avantage justement d'avoir le côté universitaire, donc je connais tout comment ça Bah se passe oui. en Suisse, en Bavière, en Uruguay, à Taïwan et tout ça, tous les variantes possibles, donc en fait, c'est pas quelque chose c'est très dès qu'on en parle, en fait, ben, On se dit: «Pourquoi les pas?» ceux qui les veulent pas sont en difficulté, ont du mal. Parce que tous les arguments sont favorables à le faire. Donc Mmh. au début, les gens disent: «Ouais, mais est-ce que les gens prennent les bonnes décisions?» Puis ils s'aperçoivent que c'est pas ça Mmh, l'enjeu mmh, mmh, important mmh, mmh. et donc heu, toujours mais donc le secret, c'est en parler. Mmh.
En fait, le problème, c'est que et pour en parler, il faut maîtriser un peu le principe. Et Ouais, maintenant, ouais. j'adore parce qu'on a plein de gens qui sont très bons chez nous. En plus, il y a un savoir-faire de parler aux élus locaux ou nationaux. Faut pas être, trop gentil, il faut pas non plus être trop, agressif. Par contre, il faut les cornériser, il faut les voilà et ça, il y a de plus en plus de gens qui apprennent. Je trouve ça sympa comme activité. Donc, si. Bah, en tout cas, moi je trouve ça passionnant, ça, comme je t'ai dit, ça change, ma vision, notamment, le l'articulation entre la participation et la démocratie directe, ce qui n'a rien à voir. Un grand merci de faire, évoluer, ma vision des choses et de m'avoir un peu ouvert, les écoutilles là. C'était un plaisir. J'étais bavard, mais c'était sympa. Épicentre citoyen. Épicentre